Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le jeudi 10 juillet, Le Parisien annonçait la disparition brutale de l'humoriste Bounaïmin à l'âge de 43 ans, victime d'une chute mortelle depuis le haut de son immeuble dans le 17e arrondissement de Paris. Aussi connu sous le pseudo de Chinois Marrant, son ancien nom de scène, roi de l'improvisation et de l'autodérision, il faisait partie de la première génération du stand-up français avec Jamel Debbouze, son ami Blanche Gardin ou encore Kian Kojandi. Bounaïmin avait connu des débuts difficiles dans le métier, obligé de dormir dans la rue ou de squatter chez des amis. Depuis quelques mois, il était en tournée pour son 4e spectacle, dans lequel il évoquait notamment son récent séjour en hôpital psychiatrique et sa bipolarité. Code Source retrace son parcours avec Grégory Plouvier, journaliste spécialiste de l'humour au Parisien, qui signe ce 24 juillet un long portrait en 3 volets sur la carrière de Bounaïmin. Grégory Plouvier, on va commencer ce récit par une anecdote sur Bounaïmin que vous ont raconté plusieurs de ses proches. Elle remonte au 31 juillet 2019. Ce jour-là, l'humoriste doit tester sur scène pour la première fois les blagues de son nouveau spectacle. C'est ce qu'on appelle un rodage dans le métier. Racontez-nous ce qu'il se passe le soir de cette première. Il devait jouer à 22h30. Sa production l'appelle un peu avant, à 22h, voir où il en est. Il répond pas, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est 22h30, 23h, et il est toujours pas là. Du coup, à la hâte, des amis humoristes qui étaient dans la salle assurent une première partie, peut-être la plus longue de l'histoire du point virgule. Et il finit par arriver à 23h15 avec 3/4 heures de retard. En fait, il s'était endormi. Il rentrait de voyage et avec le jet lag, il n'avait pas réalisé l'heure qu'il était. Et il doit se produire avec son nouveau show qu'il n'a absolument pas écrit. Et comment ça se passe ? Bien, en tout cas étonnamment bien, parce que le texte qu'il a ce soir-là, c'est l'équivalent peut-être d'un post-it avec quelques idées comme ça, notées en vrac, et avec son talent d'improvisateur, il va réussir à étirer, délayer et faire rire toute la salle. Ce genre d'anecdote, c'est ce que des proches de Bounaïmin appellent une bounerie. C'est quoi une bounerie en quelques mots ? C'est un résumé de son profil atypique. C'est quelqu'un qui était très imprévisible, qui pouvait prendre un bus par exemple simplement parce qu'il ne savait pas où il allait. Et il pouvait se réveiller 1 heure après un rendez-vous qu'il avait à l'autre bout de Paris. Il pouvait se promener à la plage en doudoune. C'est quelqu'un qui était plein de fantaisie. Grégory Plouvier, vous allez nous retracer dans cet épisode la carrière de Bounaïmin, qui est né à Lormont, juste à côté de Bordeaux, le 29 novembre 1981. Il grandit dans quelle famille ? Il grandit en fait dans une famille d'origine cambodgienne et chinoise. En fait, ses parents ont quitté le Cambodge dans les années 70 à cause des Khmers rouges et du génocide en cours là-bas. Ils arrivent en France. Le papa est ouvrier. Il fait les 3-8 à l'usine Ford de Blanquefort, donc à côté de Bordeaux. Et la maman s'occupe des 5 enfants. Il a 2 frères et 2 sœurs. À quoi il se destine quand il est enfant puis adolescent ? En fait, son premier rêve est de devenir médecin parce que son frère aîné est tétraplégique, lourdement handicapé, et il veut, de manière un peu utopique, trouver un moyen de le sauver. Bon, finalement, ce ne sera pas la médecine, ce sera l'informatique. Il est très doué, il décroche une licence et devient ingénieur informaticien. Et un jour, il a une discussion avec une amie. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Son ami lui secoue un peu les puces parce que depuis 1 an qu'il a décroché cette licence en informatique, il travaille mais on sent qu'il n'est pas heureux dans ce qu'il fait. Lui, son rêve, c'est de faire de la comédie. Il fait de l'impro depuis qu'il a 14 ans et rêve de devenir comique. Un jour, un meilleur ami me dit « Mais mec, ça fait 1 an que tu végètes ici, dans la chambre d'à côté. Il y a ton frère qui est dans la même position que toi, allongé sur un lit, mais toi, tu as 2 bras, 2 jambes, tu peux te lever. Est-ce que tu t'es déjà demandé si ton frère avait des rêves ? Toi, t'en as un. T'es une merde. » Et dès le lendemain, il achète un billet de train. Au début de l'année 2006, Bounaïmin a 24 ans et il décide donc de partir à Paris pour se lancer dans le stand-up. Mais cet art n'est pas du tout développé à ce moment-là.
On est en fait avant le lancement du Jamel Comedy Club, c'est en juillet 2006 que l'émission sera lancée. À l'époque, le stand-up à Paris, c'est un peu le Far West. Il y a quelques salles, quelques restaurants, quelques cafés qui proposent comme ça des scènes ouvertes ou qui donnent la chance à de jeunes humoristes de faire leur premier pas. Mais c'est vraiment très épisodique et c'est très difficile d'en vivre. Comment il se débrouille alors dans les premiers temps ? Il joue en fait des spectacles dans des bars un peu aux allures de clubs de striptease. Il se lance, il aiguise ses premières vannes. Il touche de l'argent au chapeau, c'est-à-dire que le public donne quelques euros à la fin des shows pour rétribuer l'artiste. Mais c'est vraiment très rudimentaire. Il commence à connaître d'autres jeunes qui, comme lui, tentent de percer dans le stand-up et il décide à ce moment-là de se donner un nom de scène, Chinois Marrant. Oui, Chinois Marrant, en fait, c'est un sobriquet que lui donne son ami et collègue Kairon. À l'époque, il traîne effectivement avec Verino, Kian Kojandi, des gens comme ça qui auront une très grosse carrière et avec qui il fait ses débuts. Et pourquoi il décide de se faire appeler comme ça, Chinois Marrant ? Parce que en fait, ça résume beaucoup de choses pour lui. Déjà, ça lui permet d'avoir un nom d'artiste beaucoup plus facile à retenir que Bunaimin. Et ensuite, il tord directement, rien qu'avec ce pseudo, le coup à beaucoup de clichés, à beaucoup d'étiquettes qui lui collent à la peau. Il a toujours été appelé le chinois lorsqu'il était à l'école, donc il veut vraiment dépasser ça, et quoi de plus fort que d'afficher ce nom-là pour ensuite en faire des blagues et détourner vraiment tous les clichés racistes qui peuvent lui coller à la peau. Il y a peu d'humoristes avec des origines asiatiques à ce moment-là dans le milieu ? À cette époque, il y a Frédéric Shaw qui fait partie de la première promotion du Jamel Comedy Club. Et oui, c'est à peu près tout. D'ailleurs, l'une de ses premières blagues, lorsqu'il monte sur scène, c'est « Ah, je sais ce que vous dites. Un chinois, un micro, est-ce que c'est une soirée karaoké ?» Et voilà, c'est sa carte de visite pour lancer sa carrière. De quoi il parle sur scène à ses débuts ? Il parle de ses origines, il parle aussi assez vite de choses qu'il observe, d'absurdités de notre époque. Par exemple, l'un de ses premiers sketchs, c'est sur les escalators et la faculté des Parisiens à vouloir toujours aller plus vite dans ces escaliers roulants, comme si la rapidité n'était pas assez rapide pour eux. Il croque un peu ce monde qui, sans cesse, va de plus en plus vite. Il acquiert une petite notoriété, mais il gagne à ce moment-là très peu d'argent et il est sans domicile. En fait, c'est quelque chose que ses propres collègues, que ses propres amis ne découvrent pas tout de suite. En fait, à l'issue des plateaux d'humoristes, alors que tout le monde rentre chez soi après avoir bu un verre et après avoir refait le monde, lui, il sort avec ses 2 sacs à dos et il va dormir dans un coin de la rue. Il a des arrêts de tram où il a ses habitudes. Une anecdote peut-être la plus marquante, c'est qu'il est invité à se produire à un gala au Zénith de Paris, donc une très grosse salle. Il y a 2-3 000 personnes qui viennent pour un gala rire contre le racisme. La soirée se passe très bien, il est galvanisé par l'amour du public et ascenseur émotionnel incroyable. Quelques heures plus tard, il doit dormir dans la rue. Et il fait la rencontre de quelques personnes qui acceptent de l'héberger, parfois pendant longtemps. Oui, il passe effectivement de canapé en canapé. Certains, comme le journaliste Mouloud Achour, lui ouvrent la porte de son domicile pendant de longs mois. C'est le cas aussi d'humoristes comme Noman Asni. De fil en aiguille, il rétablira une situation à peu près correcte et réussira à avoir son propre logement. À la même période, il tente d'intégrer la troupe du Jamel Comedy Club, la première troupe de Jamel Debbouze, qui veut servir de tremplin à la nouvelle génération du stand-up en France. Comment ça se passe ? Il va taper à la porte du Temple. Alors le Temple, ça n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle l'Apollo Théâtre, c'est vers République. C'est là où se passent les répétitions de l'émission. Kader Aoun, qui est le producteur de l'émission à l'époque, ne le retient pas. Il juge que son talent n'est pas encore assez mûr, mais il se fait remarquer par l'équipe du Jamel Comedy Club. Il va assurer les premières parties pour eux. Il sympathise avec Jamel, très important, et avec une bonne partie de l'équipe, dont l'une des premières humoristes sur place, qui s'appelle Blanche Gardin. Et avec Blanche Gardin, ils deviennent vite très amis, très complices. Entre eux, il y a un lien très fort qui les unit, effectivement. Déjà parce qu'ils ont un regard sur le monde qui est assez similaire, un côté désabusé. Ils traversent aussi à peu près au même moment des épisodes de dépression qui vont les faire chuter assez bas, et tous les deux vont se relever grâce à la scène.
En 2012, effectivement, Bunaimin vit une rupture amoureuse et il tombe en dépression. Après ça, il décide de faire un voyage de 6 mois en Asie. Il est comment à son retour ? Transformé. C'est-à-dire que ce voyage a été plus qu'un déclic, ça a été une reconnexion avec lui-même. C'est la première fois qu'il se rend en Asie, la terre de ses parents. Il a compris en fait beaucoup de choses là-bas et lorsqu'il revient, son style est beaucoup plus percutant. Son débit devient rapide, un débit mitraillette. Il assène des vannes très très vite. Les clichés racistes, la façon de les détourner, ça devient sa marque de fabrique. Son style s'affine. Il flirte vraiment avec le politiquement correct en permanence. C'est sulfureux, c'est osé, c'est audacieux et ça marche. En 2014, il joue son tout premier spectacle à la Nouvelle Scène à Paris, un petit théâtre situé sur une péniche tout près de Notre-Dame. Oui, c'est à ce moment-là que son spectacle décolle, qu'il a les premières critiques très positives. Et le public découvre en première partie Blanche Gardin, qui affûte les blagues de son tout premier spectacle « Il faut que je vous parle ». La même année, en 2014, il finit par intégrer la 7e saison du Jamel Comedy Club, ce qui fait que ses passages sont filmés et diffusés à la télé sur Canal+. Grégory Plouvier, au Jamel Comedy Club, Bunaimin impressionne les autres membres de la troupe. Il y a un truc imparable lorsqu'on regarde les sketchs aujourd'hui. Il a une vista, il a une énergie dingue. Et moi j'habite à Barbès, rue de la Goutte d'Or. Vous voyez c'est quoi la rue de la Goutte d'Or? Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas, le mec qui a dessiné Paris, à la fin il a pissé sur la carte et c'est la rue de la Goutte d'Or. C'est une rue impue, mais impue vraiment. Tu regardes la plan de Paris, tu fais ah, c'est la rue de la Goutte d'Or ça, tu vois? C'est dans le 18e de Paris, le 18e siècle de Paris. D'ailleurs, il a un tic de langage, c'est faut pas m'applaudir, j'ai pas le temps. Applaudissez pas, j'ai pas le temps! Enfin, c'est mon vrai travail ici! Oh! Moi j'ai les chaussures à faire! Il est une véritable Formule 1 de l'humour. Il va hyper vite. Il développe un style qui est encore assez peu répandu parce qu'aujourd'hui, on a comme ça quelques exemples de personnes qui sont capables de déclencher des rires toutes les 10 secondes. À l'époque, c'est assez novateur et il partage la scène avec une promotion qui deviendra vraiment célèbre vu qu'à l'époque, dans la troupe, il y a Alban Ivanov, Walidia ou bien encore Inès Reg. Sur scène, il apparaît comme quelqu'un d'un peu perdu, voire nonchalant, et pourtant ce qu'il délivre au public, c'est en réalité d'une très grande maîtrise. Oui, c'est toute la magie en fait de Bunaimin, c'est qu'on a l'impression qu'il marche sur un fil en permanence, qu'il est à 2 doigts de tomber, et à cette époque-là, en fait, il tombe pas. Il réussit à se raccrocher aux branches, il maîtrise vraiment son art de l'impro et sa faculté à parler cash, c'est vraiment assez virtuose à l'époque. 2 ans plus tard, en 2016, Bunaimin se produit au festival de Montreux. Il est comment sur scène ? Ah pareil, ça part dans tous les sens et le public suisse qu'il découvre se dit mais c'est quoi cet ovni ? Ce qui m'a choqué en fait, c'est qu'il m'a appelé le bridé. Moi je suis bridé. Faut remettre les choses en place. Il y a plus d'Asiates que de vous. Je ne suis pas bridé. Vous avez les yeux ronds. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi stupéfiant ? On n'est plus nombreux que vous. Applaudis pas ! Et ce sketch de 2016 devient viral au point que, pour l'une des toutes premières fois de l'histoire du festival, la barre symbolique des 10 millions de vues est dépassée. Est-ce que son humour a évolué à ce moment-là par rapport à ses débuts ? Disons qu'il garde son ADN d'improvisateur. Le ton est beaucoup plus acerbe, plus revendicatif, plus engagé aussi. Bon, il est clairement dans un registre antiraciste, contre les inégalités sociales. Et clairement, en fait, il transforme ses blagues en armes, en coups de poing, en volonté de faire passer des messages. Grégory Plouvier, à ce moment-là, la carrière de Bunaimin est en pleine explosion et il se met à gagner beaucoup d'argent. Oui, lorsqu'on connaît son parcours, c'est quelque chose de significatif, hein, vu qu'il y a encore quelques années, il dormait sous les ponts, quasi. Voilà, il change carrément de dimension, sociale en tout cas. Au lieu de garder l'argent sous son oreiller et de faire vraiment très attention à ne pas retomber dans la précarité, son inclination est totalement inverse. C'est-à-dire qu'il est d'une générosité totale, extrême, voire maladive. Dès le début, il payait la tournée de burgers à tout le monde. Bon, là, on n'est plus sur des burgers, on est sur des dîners à beaucoup qu'il règle tout seul. On est sur des personnes qu'il va héberger, avec qui il va voyager. Voilà, il dépense vraiment très vite tout l'argent qu'il a pour faire plaisir aux autres. Et il y a un humoriste qui vous raconte qu'il a squatté le canapé de Bunaimin pendant des mois.
Oui, en croisant dans la rue son pote Alexandre Kominek, humoriste suisse qui débutait alors dans les années 2015-2016, il avait ses valises, il allait devoir repartir chez lui en Suisse à cause du problème de logement. Il lui a tout simplement ouvert sa porte, il est resté 3 mois. C'est le genre de geste que pouvait faire très facilement Bunaimin. Grégory Plouvier, il y a quelque chose qui gâche la belle vie de Bunaimin à ce moment-là. Il souffre de psoriasis, une maladie de la peau. C'est une maladie qui est liée au stress. Tout le stress qu'il peut vivre dans la découverte de ce métier, dans la découverte de la pression de ce métier, lui fait surréagir. Il a effectivement des crises, des plaques rouges, des carapaces de peau qui apparaissent, des pieds jusqu'au torse. C'est très très douloureux. À l'été 2019, Bunaimin est invité par Jamel Debbouze à participer au Marrakech du Rire, un festival qui se tient tous les ans au Maroc. Racontez-nous ce qu'il se passe à la fin de son passage sur scène. Déjà une standing ovation, parce que le public est subjugué par la prestation de Bunaimin à ce moment-là. Ensuite, c'était pas prévu, Jamel remonte sur scène, vient ce qu'on appelle déprésenter l'artiste en demandant au public de lui faire une acclamation. Et lui, Jamel, raconte que avant de connaître ce succès-là, Bunaimin, il y a encore quelques années seulement, vivait à la rue. Ce jeune homme, excuse-moi de dire ça frérot, mais c'est ça qui est très impressionnant. Ce jeune homme, encore il n'y a pas si longtemps, dormait dehors dans la rue. Et aujourd'hui, il a mis 2 boules par les badis. Ça déclenche chez Bunaimin une émotion extrême parce qu'il se retrouve adoubé par le grand frère de tous les stand-uppers français. Bunaimin, mesdames, messieurs! Il éclate en sanglots sur la scène, devant la caméra, et s'en sort avec une pirouette en disant c'est pas des larmes, je suis allergique aux arabes. Et il est extrêmement fier ce soir-là ? Oui, parce que quelque part, il boucle la boucle. Lui qui a voulu faire ce métier, lui qui a tapé à la porte de Jamel dès le départ, là, en fait, on lui signifie qu'il rentre dans la cour des grands, ni plus ni moins. On en revient au début de cet épisode, à ce soir de rodage en juillet 2019, où il dort encore au moment de monter sur scène. Finalement, ce spectacle et la tournée se passent bien, mais ses proches constatent que Bunaimin est de plus en plus imprévisible avec le temps. Oui, disons que ce trait de caractère s'accentue, s'intensifie. C'est toujours quelqu'un qui avait 1000 idées à la seconde, qu'il avait vraiment un cerveau bouillonnant. Mais parfois, effectivement, ça prenait trop de place et était capable de partir en tournée avec un sac en plastique avec juste un slip dedans. Il était comme pas vraiment adapté à la vie quotidienne, quoi. On fait un saut dans le temps. Grégory Plouvier, le 9 septembre 2023, vous allez voir Bunaimin qui joue son nouveau spectacle, son 3e, sur la scène de l'Européen à Paris, et il n'a plus l'air tout à fait le même. Pour la première fois, déjà, il joue dans une salle un peu clairsemée. Alors certes, c'est la Coupe du Monde de rugby en France. Ce soir-là, il y a l'équipe de France qui joue, donc le public n'est pas forcément totalement au rendez-vous. Mais il y a autre chose. On sent une espèce de mal-être. On sent que c'est pas abouti, que le texte n'est pas prêt. Ça tourne parfois un peu en rond. Et le spectacle se termine avec une scène déchirante. A posteriori, il se met à pleurer devant le public, lui signifiant qu'il n'est pas en capacité d'assurer une représentation normale. Et vous dites quoi à la fin de ce spectacle ? En fait, on se dit, il y a quelque chose, il a dû vivre ce jour-là un épisode personnel très dur. Les humoristes, les artistes ne sont pas des machines, ils ont des sentiments. Et je me suis dit, bon, il était à côté ce jour-là, ça arrive, une mauvaise date, ça arrive, c'est pas dramatique. Il venait de participer au festival que le Parisien organisait. J'avais discuté avec lui quelques semaines avant. Je me dis, bon, il va rebondir. Et puis, bon, les échos qu'on a pu avoir, c'était que le spectacle se passait pas très bien à l'époque. En juin 2024, alors qu'il joue les dernières dates de ce spectacle à La Réunion, il est repéré par un passant qui le filme en train de marcher seul le long d'une route. Oui, cette vidéo fait rapidement le tour d'internet. On le voit effectivement avec un sourire un peu déconnecté, à proférer des propos qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. En fait, il est dans une confusion totale. Il s'arrache quelques cheveux en tirant violemment des touffes devant la personne qui le filme. Il n'est pas bien du tout. D'ailleurs, quelques heures après, il est arrêté par la gendarmerie et ensuite interné d'office dans un hôpital psychiatrique.
Durant ce séjour en hôpital psychiatrique, les médecins le diagnostiquent bipolaire. Comment ça se passe les jours et les semaines qui suivent ? Il est pris en charge, il est médicamenté par l'équipe de médecins qui le suit. Son séjour à l'hôpital dure 1 mois environ. Et ensuite, il est rapatrié à Bordeaux où il passe un trimestre au vert avec sa famille. À cette époque-là, il coupe un peu contact avec tous ses proches. Il fait un petit peu le vide. Il essaye de se reconstruire. Au mois de novembre 2024, il annonce qu'il va beaucoup mieux et qu'il va remonter sur scène. Oui, il a changé de production et voilà, il annonce un nouveau spectacle qui s'appelle Kill Boone. Sur l'affiche, il pose un peu à la façon d'Uma Thurman dans Kill Bill de Tarantino et il annonce son retour sur scène avec la volonté de parler de ses récents échecs et de ses récents bas. Et il renoue aussi avec son entourage qu'il avait délaissé, voire avec qui il s'était fâché. Il commence effectivement à redonner signe de vie auprès de ses amis et puis à la faveur des premières dates, il parle effectivement de son séjour en HP dans un sketch, il parle de ce qui se passait à La Réunion et au gré de ces premières dates, il recroise des humoristes qu'il n'avait pas vus parfois depuis des années, Christine Bérou ou bien Jarry, et il se passe quelque chose d'assez joli, c'est-à-dire que tout ce monde-là qui ne s'est pas vu depuis longtemps se retombe dans les bras les uns des autres. Voilà, il est en train petit à petit de remonter la pente. Grégory Plouvier, cette année, le jeudi 10 juillet au matin, le corps sans vie de Bounaïmin est découvert au pied de son immeuble dans le 17e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances de sa mort ? On sait que ce matin-là, il devait partir à Montréal pour une date au Canada. Il devait jouer devant 2000 personnes. La valise était prête, tout était prêt. Son sketch pour le public de Montréal aussi. Ce qu'on sait, c'est que l'assistant de production qui devait l'emmener à l'aéroport est monté au 8e étage. Il avait vu les sirènes de police, n'y avait pas prêté attention, il était monté. Et en appelant Bounaïmin, son téléphone a sonné dans la gouttière. Juste à côté du téléphone, il y avait un manche à balai. Donc on peut, en tout cas c'est ce qu'estime la police, penser qu'un accident est survenu au moment où il a voulu récupérer son téléphone et qu'il a réalisé cette chute mortelle. La nouvelle fait rapidement le tour des médias, le monde de l'humour est sous le choc et beaucoup de ses amis du métier lui rendent hommage. Oui, alors pour le coup, c'est peut-être inédit, le déferlement de messages qu'il y a eu sur Internet à ce moment-là. Bon, évidemment, toutes les personnes qui étaient très proches ont posté des messages, de Blanche Gardin à Jamel Debbouze. Il y a eu aussi des dizaines et des dizaines de messages d'humoristes moins connus, mais qui remerciaient Bounaïmin pour leur avoir ouvert la possibilité de jouer en première partie pour lui, parfois sans aucune notoriété, parfois sans aucune expérience, mais dès qu'il croisait quelqu'un en qui il avait confiance, avec qui le courant passait, il dit viens faire ma première partie, viens profiter de ma notoriété pour au final pas attendre grand-chose en retour, voire rien. Il y avait vraiment cette générosité en permanence et c'est ce qui irradie dans tous les messages qui sont alors postés sur les réseaux sociaux. Quelle trace Bounaïmin va-t-il laisser dans l'histoire du stand-up français ? Il fera partie de ceux qui ont amené la discipline à un niveau technique très élevé, notamment en termes de rythme. C'est-à-dire que c'est l'un des tout premiers humoristes à avoir accéléré le débit de l'humour français. Un peu comme un Eminem pour le rap américain, Boone fait partie de ceux qui ont vraiment placé le stand-up français à un certain niveau. Il a contribué à imposer le stand-up comme une vraie discipline dans le paysage humoristique français.
Merci Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard, Clémentine Spiller et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, aidez-nous à faire connaître ce podcast en laissant des pouces en l'air et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée ou bien sur YouTube. Et si vous aimez les grands récits de faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story avec une nouvelle affaire criminelle racontée chaque samedi par la journaliste Claudia Prolongeau et le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delceni.